allons réaliser ensemble. Sans plus tarder, nous vous invitons à nous suivre. Nous invitons à le faire avec dynamisme afin de ne pas passer trop de temps dans les couloirs. Alors, suivons-nous d'un bon pas, s'il vous plaît. Et voilà, nous avons parcouru chacun un petit bout du chemin et nous nous retrouvons à présent ensemble. Vous êtes venus ici curieux de découvrir l'histoire avec un grand H. Ouh, pas n'importe quelle histoire, non? Parce qu'elle est en réalité un peu notre histoire. Tant d'années, n'exagérons rien. Nous venons de l'évoquer il y a tout juste 80 ans. Tout juste 80 ans. Tu verras quand tu auras mon âge. D'ailleurs, à ce propos, j'ai trouvé qu'un lifting de la façade était urgent à réaliser. Ce que nous avons fait, nous nous sommes redonnés des couleurs. Il était une fois, il y a 80 ans, en 1941, les SFX, comme on les appelle toujours. Traduisons, s'il vous plaît, tout le monde n'est pas au parfum. Les membres de la communauté Saint-François Xavier. Ah oui, tu as raison de le préciser. Madeleine Danieli, la fondatrice de la communauté, et Marie Comot, après avoir créé des écoles primaires gratuites en banlieue ouvrière, à Bobigny et à Courbevoie, ouvraient ici un établissement secondaire, un centre de formation pédagogique et une école professionnelle. Il faut préciser que la volonté des fondatrices de ces écoles Charles Péguy, qu'elles avaient ouvertes en banlieue dans les années 30, était de permettre à leurs élèves de poursuivre ici des études secondaires gratuites. Pourquoi ici et pas ailleurs? Tout simplement parce que l'emplacement choisi permettait aux élèves des deux villes de rejoindre facilement l'établissement par les transports en commun. Oui, mais il faut ajouter que celui-ci était l'un des premiers établissements où enseignement général et enseignement technique cohabitaient, comme ils le font aujourd'hui encore. Dire surtout qu'il n'existait aucun établissement public ou privé secondaire ouvert aux filles dans le 11e arrondissement. Autre temps, autre mœurs. C'est pourquoi Madeleine et Marie décidèrent de nommer l'établissement du même nom que celui des écoles, Charles Péguy. Il est vrai que l'acte de nommer est un acte fondateur. Ainsi, elles lui transmettent à la fois un patronage et un héritage. Après ce rapide tour d'horizon sur l'histoire de notre établissement, nous allons à présent faire connaissance avec celui dont il porte le nom. Attentif à ce que vous allez entendre au cours des 4 étapes de notre parcours, vous pourrez vous faire une idée générale des raisons pour lesquelles ce nom a été choisi. Nous allons, pour commencer, nous immiscer discrètement au cœur d'une séance du comité de rédaction d'une célèbre revue étudiante, dont je tairai le nom par discrétion. Ceux-ci travaillent actuellement sur un projet qui rejoint nos préoccupations. Il faut rappeler que Péguy fut, durant 14 années, directeur du journal qu'il a créé, Les Cahiers de la Quinzaine. Donc voici d'ailleurs un exemplaire. Vous remarquerez, c'est écrit serré, ni image, ni photo, ni pub. Il y écrira souvent ce que les autres taisent. Il en a publié contre vents et marées 229 numéros de 36 à 610 pages selon le thème retenu. Numéros auxquels ont collaboré nombre d'intellectuels de l'époque. Tout ceci pour dire que le choix de vous faire assister à une séance de rédaction n'est donc pas anodin. Suivez-nous et prenons place rapidement et discrètement. Remettons
Remettons-nous à présent au travail sur la préparation de notre numéro spécial. Charles Péguy, une parole pour aujourd'hui. Commençons peut-être par compléter notre projet d'abécédaire, inspiré par son œuvre et les idées qu'elle défend. Quelques-uns d'entre vous ont déjà illustré certaines lettres de commentaires et de textes, comme ici C comme Charles, ou encore D comme Dreyfus, ou S comme Steele. Je rappelle que notre but est de montrer comment une pensée libre et intelligente comme celle de Péguy peut nous servir à éclairer le présent par sa lucidité. Nous ne parlons pas ici d'une œuvre morte, mais il s'agit au contraire de la faire vivre en nous y confrontant et en y confrontant notre monde. Quelqu'un a-t-il déjà pensé à d'autres lettres? Moi, j'ai commencé à travailler sur la lettre E. E comme élection, un sujet d'actualité, n'est-ce pas? Les mots de Péguy résonnent aujourd'hui dans nos démocraties, avec une force mais stupéfiante. Péguy s'adresse ici aux jeunes et leur lance comme un avertissement. Il veut les mettre en garde et les invite à regarder le monde. Donc qu'est-ce que nous avons dans ce monde? Dictature militaire ou parti unique, coup d'État, peuple muselé. Tout n'est peut-être pas rose dans notre pays, mais reconnaissons notre chance de vivre libre et préservons les droits acquis de longue lutte. Écoutons-les. Nous nous tournons vers les jeunes gens. Nous ne pouvons que leur dire « Prenez garde !» Vous nous traitez de vieilles bêtes. C'est bien, mais prenez garde. Quand vous parlez à la légère, quand vous traitez légèrement, si légèrement la République, vous ne risquez pas seulement d'être injuste, vous risquez d'être sot. Ces élections vous paraissent une formalité grotesque, universellement menteuse, truquée de toutes parts. Et vous avez le droit de le dire. Mais des hommes ont vécu, des hommes sans nombre, des héros, des martyrs, des hommes ont souffert, des hommes sont morts. Tout un peuple a vécu pour que le dernier des imbéciles aujourd'hui ait le droit d'accomplir cette formalité truquée. Ce fut un terrible, un laborieux, un redoutable enfantement. Ce ne fut pas toujours du dernier grotesque, et des peuples autour de nous, des peuples entiers, des races travaillent du même enfantement douloureux, travaillent et luttent pour obtenir cette formalité dérisoire. Ces élections sont dérisoires. Et pourtant, il fut un temps héroïque où les malades et les mourants se faisaient porter dans des chaises pour aller déposer leur bulletin dans l'urne. Mais déposer son bulletin dans l'urne, cette expression vous paraît du dernier grotesque. Elle a été préparée par un siècle d'héroïsme. Voilà qui est clair et net et n'appelle a priori pas d'autres commentaires. Proposition retenue. Quoi d'autre? Bien, pour mettre en écho à la misère, je propose la lettre P, comme propagande ou populisme, deux choses qui vont souvent de pair. Deux façons de jongler sur la misère, autant intellectuelle que matérielle des gens, que savent manier certains personnages ou partis politiques, pour attirer dans leur filet de nouveaux électeurs qu'ils brossent dans le sens du poil. Ils gagnent ainsi la confiance des plus crédules, par des analyses partisanes des événements, des promesses démagogiques d'une vie meilleure, qu'ils seront ensuite incapables de tenir. Péguy ici dénonce ce genre de conduite. Quand je vois quelqu'un, je ne me dis jamais propagando, mais je cause honnêtement avec ce quelqu'un. Je lui énonce très sincèrement les faits que je connais, les idées que j'aime, et puis il m'énonce très sincèrement les faits qu'il connaît, les idées qu'il aime, et puis qui sont souvent différentes. Quand il me quitte, j'espère qu'il s'est nourri de moi, de ce que je sais et de ce que je suis. Et moi, je me suis nourri de lui. La propagande est un montage de coups organisé, mais pour la bonne cause. Mais qui n'a pas sur soi sa bonne cause? Le Turc Abdulhamid a sa bonne cause pour le massacre des Arméniens. L'anglais Chamberlain défend en Afrique la bonne cause de la civilisation anglaise. Les alliés internationaux ont épouvanté le monde chinois pour la bonne cause de la chrétienté marchande. On ne sait jamais ce qui peut sortir de vice et de souffrance d'un montage de coups bien intentionné. Oui, ça me fait penser à un texte où Charles Péguy s'en prend à Jean Jaurès qui avait quelque peu dérapé dans l'histoire. Ah non. Moi, j'imaginais plutôt pour illustrer ce texte la lettre I. I comme immigration. Qui d'ailleurs répond plutôt bien à la problématique des populations opprimées ou asphyxiées, soit par la situation économique de leur pays ou par sa situation politique. Des populations qui se tournent vers les sociétés libres pour leur demander secours. Cependant, malheureusement, il arrive que ces sociétés libres leur ferment les portes. Pourquoi pas, intéressant. Une bonne idée. Écoutons le texte. Ce serait une erreur grossière que d'imaginer que la marche de la culture et de la justice et de la liberté dans l'histoire de l'humanité est gouvernée
gouverné par je ne sais quelle fatalité bienveillante. Ce mot que l'on prête à Jaurès, rien ne fait de mal, ne constitue pas seulement l'assertion la plus fausse qu'un orateur ait jamais avancée depuis plus de 4000 ans qu'il y a des orateurs et qui bafouillent, mais la plus dangereuse aussi pour l'humanité. Si rien ne fait de mal, que sert l'action? Que sert la morale? Que sert la conduite? Il faudrait savoir si c'est ce que sentent, si c'est ce que pensent en humanité pantelante sur les chevalets de tant de bourreaux. Et voilà ce qu'il faudrait prendre soin de faire observer à toutes ces populations affreusement tourmentées, à ces misérables populations coloniales, à ces misérables populations extrême-orientales, à ces populations orientales, à ces 300 000 Arméniens massacrés, à tout cet immense empire russe dévoré des plus atroces ravages. Ce mot prodigieux de Jaurès, rien ne fait de mal. Voilà ce que ces misérables victimes, au moment du supplice, au moment de la noyade, au moment de l'étranglement, au moment de l'égorgement, au moment du feu et de la mort, avaient sans doute négligé de considérer. Voilà qui se passe de commentaires. Adjugé pour illustrer la lettre I comme immigration. Découvre peu à peu à l'audition de ces textes comment le texte, le style, le langage de Peggy montre le caractère d'un homme qui s'engage contre les heurts et les malheurs de l'humanité et de la société. Qui d'autre a quelque chose à proposer? Alors j'aimerais proposer de commencer l'alphabet par la lettre A. Ah? Ce n'est peut-être pas très original, mais A comme argent. N'est-ce pas intéressant? Bon, c'est un sujet sensible quand on connaît les sommes faramineuses détenues par les GAFAM ou les milliards accumulés par certains hommes ou femmes sur la planète, toutes sommes dont une partie pourrait au final régler les problèmes de sous-développement ou de famine de millions d'individus. Et sans parler des écarts de plus en plus grands entre les riches et les pauvres, et même dans nos démocraties. Vous ne trouvez pas ça honteux? Et bien évidemment, on n'oublie pas les coûts en bourse, réalisés chaque jour, qui influencent la vie de millions de travailleurs. En jouant sur quoi? Le taux de matières premières, de produits agricoles. Bref, revenons-en au sujet. L'argent, pour Peggy, et il ne mâche pas ses mots, est cause de la grande prostitution du monde moderne. Et entendons bien par là, déjà le monde moderne en 1906. Le monde moderne a fait à l'humanité des conditions telles, si entièrement et si absolument nouvelles, que tout ce que nous avons appris des humanités précédentes ne peut aucunement nous servir, ne peut pas nous faire avancer dans la connaissance du monde où nous vivons. Il n'y a pas de précédent. Pour la première fois dans l'histoire du monde, les puissances spirituelles ont été toutes ensemble refoulées. Mais non pas par les puissances matérielles, mais par une seule puissance matérielle qui est la puissance de l'argent. Pour la première fois dans l'histoire du monde, l'argent est maître, sans limitation, ni mesure. Pour la première fois dans l'histoire du monde, l'argent est seul en face de l'esprit. Par on ne sait quelle effrayante aventure, par on ne sait quelle aberration de mécanisme, par un décalage, par un dérèglement, par un monstrueux affolement de la mécanique, ce qui ne devait servir qu'à l'échange a complètement envahi la valeur à échanger. Il ne faut donc pas dire seulement que dans le monde moderne, l'échelle des valeurs a été bouleversée. Il faut dire qu'elle a été anéantie, puisque l'appareil de mesure et d'échange et d'évaluation a complètement envahi la valeur qui devait servir à mesurer, échanger et évaluer. C'est de là qu'est venue cette immense prostitution du monde moderne. Le texte est clair, rien à ajouter. Il existe d'ailleurs un cahier de la quinzaine complet sur le sujet. Chez Peggy, tout se tient. Et en quelque sorte, ces textes se répondent, se complètent. Misère, argent, immigration, propagande. Mais il ne faudrait pas oublier de porter des textes prêtant un peu plus à l'optimisme. Alors, j'ai commencé à travailler sur la lettre F comme fraternité. De nombreux textes chez Peggy traitent ce sujet. Je propose d'ailleurs un extrait de La Cité harmonieuse, qui est un livre de jeunesse. Peggy aurait pu commencer ce texte par Ah, j'ai fait un rêve. Seulement, à la différence du rêve de Martin Luther King, qui était lui aussi une grande figure de la fraternité, dont le rêve a fini par se réaliser en partie au fil du temps, le rêve de Peggy sera sans doute un peu plus long à se matérialiser.
Mais n'est-il pas fondamental de croire à un monde idéal, de sorte qu'il se bonifie peu à peu grâce au travail des hommes de bonne volonté? Sans oublier les femmes. Ouais, t'as raison, il faudra un jour réfléchir à modifier dans la langue française ces expressions toutes faites. En effet, notable qu'il n'y ait qu'un seul mot pour désigner à la fois le genre masculin et le genre humain. C'est assez désolant. Mais bon, c'est un autre sujet. D'âge en âge, la fraternité, qu'elle revête la forme de la charité ou la forme de la solidarité, qu'elle s'exerce envers l'autre au nom de Zeus hospitalier, qu'elle accueille le misérable comme une figure de Jésus-Christ, ou qu'elle fasse établir un minimum de salaire pour tous les ouvriers, que par le baptême, elle introduise dans la communion universelle, ou par le relèvement économique, elle introduise dans la cité internationale. Cette fraternité est un sentiment vivace, impérissable, humain. C'est un des principaux parmi les sentiments qui ont fait l'humanité, qui l'ont maintenue et qui sans doute la franchiront. Ainsi, tous les hommes de toutes les familles, tous les hommes de toutes les terres qui nous sont proches, tous les hommes de tous les métiers, des métiers manuels et des métiers intellectuels, Tous les hommes de tous les hameaux, de tous les villages, de tous les bourgs et de toutes les villes, tous les hommes de tous les pays, des pays pauvres et des pays riches, des pays déserts et des pays peuplés. tous les hommes de toutes les races, tous les hommes de tous les sentiments, tous les hommes de tous les langages, tous les hommes de toutes les cultures, Tous les hommes de toutes les vies intérieures, tous les hommes de toutes les croyances, de toutes les religions, de toutes les philosophies, de toutes les vies. tous les hommes de tous les États, tous les hommes de toutes les patries, tous les hommes de toutes les nations, Sont devenus les citoyens de la cité harmonieuse. Parce qu'il ne convient pas qu'il y ait des hommes qui soient des étrangers. Eh bien, pour continuer dans cet optimisme, je vous propose d'enchaîner avec E, comme espérance, qui précédera F comme fraternité dans l'abécédaire. Et c'est parfait, car ces deux thèmes se complètent à merveille. Bon, je reconnais avoir fait là un travail un peu facile, étant donné le nombre de vers incalculables que Peggy a consacré à cette vertu chrétienne. La petite espérance, fleur fragile mais tenace, est au cœur du message de Peggy. Croire inlassablement que la vie est plus forte, et cela au-delà des forces mortifères, qui font parfois désespérer de soi et des autres. le plus grand péché qui soit jamais tombé dans le monde, quand le sang s'affaisse dans le cœur, le péché de désespoir. C'est d'espérer qui est difficile, et le facile est la pente et de désespérer, et c'est la grande tentation. Car Dieu sait si la vie de Peggy n'aura pas été facile. Vie familiale difficile, amour impossible, combat perdu, surmenage et problèmes financiers permanents. Et tout ça pour finir fauché sur le champ de bataille un mois après le début de la guerre. La petite espérance était donc pour lui un soutien fondamental. Tout ce que l'on fait, on le fait pour les enfants. Et ce sont les enfants qui font tout faire. Tout ce que l'on fait, comme si nous le prenions par la main. Ainsi, tout ce que l'on fait, tout ce que tout le monde fait, on le fait pour la petite espérance. L'espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera dans le futur et dans l'éternité. Tout ce qui commence a une vertu qui ne se retrouve jamais plus. Une force, une nouveauté, une fraîcheur comme l'on dit. Une jeunesse, une ardeur, un élan, une naïveté, une naissance qui ne se trouve jamais plus. Il y a dans ce qui commence une source, un départ, une enfance qui ne se retrouve jamais plus. Or, la petite espérance est celle qui toujours recommence. Nous allons vous permettre d'interrompre votre séance de rédaction sur cette note positive. Ce texte constitue en effet une excellente passerelle pour aborder notre prochaine étape et continuer d'approfondir notre recherche. Nous vous remercions de nous avoir accueillis. Nous attendrons avec impatience la publication de votre numéro spécial. Et d'ici là, nous tâcherons de retenir quelques-unes des phrases entendues ici. Je propose à nos visiteurs de poursuivre le parcours en gagnant le pavillon, lieu d'accueil ouvert depuis si longtemps aux enfants du quartier pour les devoirs du soir. Nous allons tenter d'étudier les liens qui unissent Peggy, dont votre collège-lycée porte le nom, à la pensée des fondatrices Madeleine Daniel et Marie Como, qui ont choisi ce patronyme. Une petite précision pour votre gouverne personnel. Nous privilégions ici la formation à l'autonomie de tous nos élèves. Vous y êtes préparés et donc aptes de décider par vous-même si vous devez ou non prendre des notes, sachant que cet exposé sera susceptible d'une interrogation future qui comptera pour le contrôle continu.
Bon, je vous rappelle qu'il ne s'agit pas ici d'illustrer une histoire ancienne, mais bien de parler de notre actualité. Chaque texte, chaque citation entrera en résonance avec les idées qui guident notre travail d'enseignante et d'éducatrice aujourd'hui. Elle aspirait à un vrai métier, et elle eut le trait de génie, écrit Peggy, d'apprendre à rempailler des chaises. Elle devint une excellente ouvrière et apprit à sa mère le rudiment. La vie n'était pas facile. Après des journées de 17 heures de travail, elle parvenait à se tirer d'affaire sans avoir rien à demander à personne. On ne gagnait rien, on vivait de rien, on était heureux. De sa grand-mère, il dit encore « Une paysanne qui ne savait ni lire ni écrire et qui la première m'enseignait le langage français. À qui je dois, de qui je tiens tout ce que je suis, c'est elle qui m'a tout appris. » Il est donc et restera un enfant du peuple. Je ne suis nullement l'intellectuel qui descend et condescend au peuple. Je suis peuple. Je cause avec l'homme du peuple, de père à compagnon, sans aucune arrière-pensée. Il n'est pas mon élève, je ne suis pas son maître. Ses souvenirs d'enfant, cet amour de l'école et du travail bien fait, transmis par ces deux femmes, c'est toujours lui qui nous en parle. Ce fut ma mère qui m'apprit à lire puisque ma grand-mère ne savait pas. Tous les jours, pendant 1 heure, j'apprenais à lire. Je m'asseyais sur une petite chaise adossée au genou de maman. Ma tête arrivait juste à la hauteur de ses genoux. Elle pouvait ainsi lire par-dessus mon épaule. Et quand je me trompais, ce que je n'aimais pas, elle me reprenait sans s'arrêter de travailler. Tous les matins, je me levais de bonne heure. J'avais dès ce temps-là bonne envie de dormir. Mais je disais le soir à maman de me réveiller de bonne heure le lendemain. À 6 heures, juste parce que j'avais à travailler. Maman n'y manquait pas. Elle-même se levait tous les matins à 4 heures, hiver comme été, pour travailler à rempailler les chaises. Je faisais mes devoirs et j'apprenais mes leçons. Maman, qui était non seulement très savante mais aussi très intelligente, me donnait ses conseils et me tirait d'affaire chaque fois que j'étais embarrassée. Sans jamais s'arrêter de travailler, elle m'aidait à faire mes devoirs, elle me faisait réciter mes leçons. Je tendais toute ma volonté au travail jusqu'à ce que les devoirs soient écrits sans une seule faute et jusqu'à ce que ma leçon fût par cœur, sans une faute, sans une hésitation. Maman m'y encourageait, m'y aidait, m'y conduisait. Toute sa vie, Peggy restera animée par la même volonté d'apprendre pour comprendre. Étudiant à l'école normale supérieure, il devient l'intellectuel engagé qui marquera sa génération et sera source d'inspiration pour les générations suivantes. On comprend le choix de son nom par des fondatrices d'établissements scolaires qui voulaient donner leur chance aux enfants des périphéries parisiennes ouvrières et leur faire bénéficier d'une pédagogie particulière qui allie le temporel, c'est-à-dire l'apprentissage des différentes matières, au spirituel, c'est-à-dire éduquer l'esprit de l'enfant à exercer son intelligence et à développer sa vie intérieure. Désireuse d'accueillir les enfants dans les mêmes conditions de gratuité que les écoles publiques, sans distinction des opinions philosophiques, religieuses ou politiques des parents, elles ouvraient ainsi leurs établissements à des familles qui n'auraient pas mis leurs enfants dans des établissements catholiques du temps. Cet accueil dans la diversité préfigurait en quelque sorte l'instauration du dialogue interreligieux d'aujourd'hui, laissant la liberté à chacun de croire ce qu'il croit, ainsi que Peggy l'énonce à ses collaborateurs des cahiers de la quinzaine. Je n'aime rien tant que la liberté. La liberté consiste à croire ce que l'on croit et à admettre, au fond, à exiger que l'autre croit ce qu'il croit. Nous sommes ici des catholiques qui ne trichent pas, des protestants qui ne trichent pas, des libres penseurs qui ne trichent pas. Ainsi, notre établissement fera honneur au nom qu'il porte. Si les équipes qui y travaillent parviennent à former chez les jeunes, quels que soient les rangs où ils s'engageront plus tard, des femmes et des hommes qui ne trichent pas. Si ces équipes mettent aussi l'accent sur la passion du travail bien fait, le sens de la culture, le goût de l'engagement, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout des choses sans se satisfaire de l'à peu près. Tout trait du caractère de Peggy forgé sur celui des deux femmes qui l'ont élevée, mais aussi sur celui des ouvriers qu'il n'a cessé de côtoyer tout au long de sa vie. Ces ouvriers ne servaient pas un patron, ils travaillaient. Ils avaient un honneur absolu, comme c'est le propre d'un honneur. Il fallait qu'un bâton de chaise fût bien fait. Il ne fallait pas qu'il fût bien fait pour le salaire ou moyennant le salaire, il fallait qu'il fût bien fait lui-même, en lui-même, pour lui-même, dans son être même. Toute partie de la chaise qui ne se voyait pas était aussi parfaitement faite que ce qu'on voyait. C'est le principe même des cathédrales. Toute mon enfance, j'ai vu rempailler des chaises exactement du même esprit et du même cœur et de la même main que ces mêmes peuples avaient construit les cathédrales. À propos de l'instruction, Madeleine rejoint tout à fait l'esprit de Peggy. Il faut révéler aux enfants qu'il existe des joies d'une qualité supérieure aux joies sensibles.
celle de l'effort par exemple, d'une conscience pure, du bien des autres, celle que donne l'achèvement du travail bien fait, l'activité créatrice, la contemplation d'une œuvre d'art. Seulement ce travail n'est pas gratuit. Il doit participer à l'épanouissement de chacun, mais aussi à libérer le monde de la misère. Car voilà ce qui hante Peggy. Devant les injustices, les laideurs de la société présente, les inégalités, le pouvoir de l'argent qui défigure les sociétés, nous avons le devoir de transformer cette société. Et pour ce faire, nous devons commencer la révolution du monde par la révolution de nous-mêmes. Chacun doit socialiser sa vie. La révolution sociale sera morale ou elle ne sera pas. Et c'est justement cette préoccupation morale qui est au cœur de la formation des jeunes voulue par Madeleine. Mettons au cœur des enfants un principe qui les attachera plus tard au service de leurs frères. Initions-les peu à peu aux problèmes sociaux, à la misère du monde. Je crois que l'on peut faire appel à l'amour désintéressé des jeunes, à un dévouement sans esprit de retour. L'amour désintéressé est la flamme la plus pure que l'on puisse allumer au cœur d'un adolescent. il devient essentiel pour Peggy comme pour Madeleine de cultiver cette noble obligation sociale qu'est la fraternité. Pour y parvenir, l'un se sert de sa plume, l'autre du milieu scolaire, un lieu privilégié pour l'apprentissage du vivre ensemble. La fraternité. Peggy en dresse une belle définition dans son ouvrage La Cité harmonieuse, où déjà se révèle une dualité entre le Peggy militant socialiste et le Peggy spirituel chrétien. Il suffit qu'un seul homme soit sciemment laissé dans la misère pour que le pacte civique tout entier soit nul. Aussi longtemps qu'il y a un homme dehors, la porte qui lui est fermée au nez ferme une cité d'injustice et de haine. Ce rêve d'un monde où les hommes se donneraient la main tout autour de la terre, Madeleine le partage avec Peggy. La cité close doit s'ouvrir à tous. Il n'y a pas de bonheur et de salut individuel. Le salut ne nous apparaît que dans et par une communauté que nous voudrions étendre jusqu'aux limites même du monde. Ainsi, pour ces deux intellectuels, tous les hommes, sans exception, devraient pouvoir trouver place dans cette cité-là. Or que nous montre chaque jour l'actualité. Une situation de crise qui touche durement tant de personnes. Une société marchande où le culte de la performance pénalise les plus fragiles. Un environnement mondial où l'avenir de la planète dépend de décisions courageuses et solidaires. Le besoin de fraternité devient donc d'autant plus fort et nécessaire. Un établissement se doit d'honorer la mémoire de celui dont il porte le nom. Ainsi, celui de Peggy pousse à entrer davantage en travail de fraternité. Alors que la pratique religieuse est en baisse, vous pourriez vous demander pourquoi y a-t-il une chapelle au sein de ce collège-lycée? Il faut savoir qu'ici, depuis l'origine, il est permis aux élèves de religion chrétienne qui le désirent de prier, d'approfondir leur foi et d'en favoriser l'expression. Tout comme il est proposé aux élèves de confession juive ou musulmane de parfaire leurs connaissances. L'idée, c'est de ne pas laisser son identité à la porte, mais au contraire, de l'approfondir au contact des autres. C'est la raison pour laquelle des rencontres interconfessionnelles sont proposées à un cercle plus large d'élèves volontaires, dans un esprit de liberté, de respect et de dialogue. Une façon encore d'être fidèle aux soucis de Peggy, de dialoguer avec tous. Prenons par exemple sa dernière œuvre, Recette inachevée, la note conjointe sur la philosophie cartésienne. Au long de plusieurs pages, un chrétien devise dans la rue avec son ami juif. Puis, ce même chrétien, Peggy, discute avec un évêque. Et voici parmi les dernières lignes. Quand on a ses principaux amis, Monseigneur, comme je les ai, chez les protestants et chez les juifs. Un lien fraternel unit en effet Peggy à nombre d'intellectuels juifs de l'époque, le peuple auquel Jésus-Christ appartenait. Au cours de notre 2 dernières étapes, nous allons, par l'écoute d'extraits de textes, compléter le portrait de Peggy en lien toujours avec l'esprit de notre établissement. À présent, prenons place dans la chapelle. Pour comprendre l'évolution de sa pensée et ce lent mûrissement au fond de lui-même, écoutons ce qu'il écrivait en 1902. Les 13 ou 14 siècles de christianisme introduits chez mes aïeux, les 11 ou 10 ans d'éducation catholique que j'ai reçus ont passé sur moi sans laisser de traces. L'immortalité de l'âme est une croyance de célibataire. On ne survit que dans ses enfants. Ne soyons pas religieux.
Or, 10 ans plus tard, À présent que nous sommes à 12 ou à 15 ans de notre jeunesse et que nous voyons clair dans notre cœur, nous pouvons avouer que notre dreyfusisme était une religion, une poussée religieuse, une crise religieuse. J'ajoute que chez nous, ce mouvement religieux était d'essence chrétienne. La justice et la vérité que nous avons tant aimées, à qui nous nous sommes donnés tout entier pendant tout le temps de notre jeunesse, n'étaient point de justice et de vérité de concepts intellectuels mortes. Elles étaient organiques, elles étaient chrétiennes, elles étaient vivantes. Aujourd'hui, nous pouvons dire que toutes les passions qui nous poussèrent dans cette ardeur, une vertu était au cœur. C'était la vertu de la charité. naturellement, ce revirement, ce retour à la foi chrétienne ne sera pas compris par beaucoup. Peggy va être attaquée, même par certains de ses amis. Lui qui ne vit pas en catholique, qui ne s'est pas marié à l'église et qui n'a pas fait baptiser ses enfants, mais qui a retrouvé le chemin vers la prière, comme il l'écrit à son ami et confident, Joseph Lott. Mon Dieu, je suis un homme nouveau. J'ai tant souffert et tant prié, tu ne peux pas savoir. Je vis sans sacrement, mais j'ai une abondance de grâce inconcevable. J'ai fait un pèlerinage à Chartres, 144 km en 3 jours. On voit le clocher à 17 km sur la plaine. Dès que je l'ai vu, ça a été une extase. Toutes mes impuretés sont tombées d'un coup. J'ai prié 1 heure dans la cathédrale. J'ai prié mon Dieu comme jamais je n'ai prié. J'ai même prié pour mes ennemis. Ça ne m'était jamais arrivé. Ainsi, Peggy en est conscient. Il a reçu de Dieu une mission. Il ne connaîtra plus de repos sur cette terre. C'est une affaire secrète entre lui et Dieu. Si Dieu t'appelle, mon enfant, si Dieu a des vues sur toi, les voies de Dieu sont incroyables, les voies de Dieu sont insondables. Si Dieu a des intentions sur toi, jamais, jamais tu ne trouveras le repos sur cette terre. Il faut se rendre, il faut marcher, tu ne peux pas y échapper. Le travail de Dieu est un feu qui consume. Comment nos pauvres carcasses y résisteraient-elles? C'est sur ces paroles que nous allons partir découvrir le Peggy poète. Un Peggy qui, au fil des vers, n'hésite pas à faire parler Dieu, tout simplement. L'espérance, dit Dieu. Voilà ce qui m'étonne moi-même. Ça, c'est étonnant. Que ces pauvres enfants voient comme tout ça se passe et qu'ils croient que demain ça ira mieux. Qu'ils voient comme ça se passe aujourd'hui et qu'ils croient que ça ira mieux demain matin. Ça, c'est étonnant. Et c'est bien la plus grande merveille de notre grâce. Que cette petite espérance vacillante, tremblante à tous les vents, anxieuse au moindre souffle, soit aussi invariable, se tienne aussi fidèle, aussi droite, aussi pure, et invincible, immortelle, et impossible à éteindre que cette petite flamme du sanctuaire qui brûle éternellement dans la lampe fidèle. Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance, et je n'en reviens pas. Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout. Cette petite fille espérance, immortelle. C'est d'espérer qui est difficile, et le facile, et la pente, c'est de désespérer. Et c'est la grande tentation. Ô nuit, ma plus belle invention, ma création auguste entre toutes. Car, entre le demain et l'aujourd'hui, il y a le sommeil. Je n'aime pas celui qui ne dort pas, dit Dieu. Le sommeil est l'ami de l'homme, le sommeil est l'ami de Dieu. Le sommeil est peut-être ma plus belle création, et moi-même je me suis reposée le 7e jour. Celui qui a le cœur pur dort, et celui qui dort a le cœur pur. C'est le grand secret d'être infatigable comme un enfant, d'avoir, comme un enfant, cette force dans les jarrets, et de recommencer tous les matins, toujours neuf, comme la jeune, comme la neuve espérance. Or on me dit qu'il y a des hommes qui travaillent bien et qui dorment mal, qui ne dorment pas, qu'elles manquent de confiance en moi. C'est presque plus grave que s'ils ne travaillaient pas, mais dormaient bien, car la paresse n'est pas un plus grand péché que l'inquiétude, et même c'est un moins grand péché que l'inquiétude,
et que le désespoir et le manque de confiance en moi. Comme l'enfant se couche innocent dans les bras de sa mère, ainsi il ne se couche point innocent entre les bras de ma providence. Ils ont la vertu de travailler, ils n'ont pas la vertu de ne rien faire, de se détendre, de se reposer, de dormir. Les malheureux, ils ne savent pas ce qui est bon. Ils gouvernent très bien leurs affaires pendant le jour, mais ils ne veulent pas m'en confier le gouvernement pendant la nuit. Comme si je n'étais pas capable d'en assurer le gouvernement pendant une nuit. Celui qui ne dort pas est infidèle à l'espérance. Vous pourriez peut-être, sans grand dommage, me laisser vos affaires en main, homme sage. Je suis peut-être aussi sage que vous. Et moi je vous dis, celui qui sait remettre au lendemain est celui qui est le plus agréable à Dieu. Celui qui dort comme un enfant est aussi celui qui dort comme ma chère espérance. Et moi je vous dis, remettez à demain ces soucis et ces peines, qui aujourd'hui vous rongent et qui aujourd'hui pourraient vous dévorer. Remettez à demain ces sanglots qui vous étouffent quand vous voyez le malheur d'aujourd'hui. Remettez à demain ces larmes qui vous emplissent les yeux et la tête, qui vous inondent, qui vous tombent, ces larmes qui vous coulent. Parce que d'ici demain, moi Dieu, j'aurai peut-être passé. La sagesse humaine dit, malheureux qui remet à demain. Et moi je dis heureux, heureux qui remet à demain, c'est-à-dire heureux celui qui espère et qui dort. Étoile de la mer, voici la lourde nappe, et la profonde houle et l'océan déblé, et la mouvante écume et nos greniers comblés. Voici votre regard sur cette immense chape, étoile du matin, inaccessible rame. Voici que nous marchons vers votre illustre cours, et voici le plateau de notre pauvre amour, et voici l'océan de notre immense paix. Entre les dents, sur ce large chemin ouvert à tous les vents, cette route nationale est notre bonne étoile. Nous ne sentirons pas ni la soif ni la faim. Nous marcherons de pied dans nos souliers, et quand se lèvera le soleil de demain, nous ouvrirons les portes de notre immense rêve. Ainsi nous naviguons vers votre cathédrale. Ma plus belle invention.
ma création auguste entre toutes, car c'est toi qui berces toute la création dans un sommeil réparateur. Comme on couche un enfant dans son petit lit, comme sa mère le couche, comme sa mère le borde, c'est toi, ô nuit, qui couche et fait coucher toute la création dans un lit de quelques heures. Je m'applaudis d'avoir fait la nuit. Les jours sont des îles, et des îlots qui percent et crèvent la mer, mais il faut bien qu'ils reposent dans la mer profonde. Et toi, nuit, tu es la mer profonde. Nuit, ma plus belle invention. C'est toi qui calme, c'est toi qui apaise, c'est toi qui fais reposer. Nuit, tu es pour l'homme une nourriture plus nourrissante que le pain et le vin. Car celui qui mange et qui boit, s'il ne dort pas, sa nourriture ne lui profite pas. Mais s'il dort, le pain et le vin deviennent sa chair et son sang, pour travailler, pour prier, pour dormir. Ô nuit, ô ma fille la nuit, toi qui sais te taire, ô ma fille au beau manteau, toi qui verses le repos et l'oubli, toi qui verses le baume et le silence et l'ombre. Ô ma nuit étoilée, je t'ai créée la première, toi qui endors, toi qui ensevelis déjà dans une ombre éternelle toutes mes créatures, les plus inquiètes, le cheval fougueux, la fourmi laborieuse. Et l'homme, ce monstre d'inquiétude. Nuit qui réussit à endormir l'homme, ce puits d'inquiétude. Nuit, tu es grande, nuit, tu es sainte, nuit, tu es belle. Nuit au grand manteau. Nuit, je te salue et je te glorifie, et tu es ma grande fille et ma créature. Ô douce, ô grande, ô sainte, ô belle nuit. Peut-être la plus sainte de mes filles. Nuit à la grande robe, nuit à la robe étoilée. Tu me rappelles ce grand silence qu'il y avait dans le monde avant le commencement du règne de l'homme. Tu m'annonces ce grand silence qu'il y aura après la fin du règne de l'homme, quand j'aurai repris mon sceptre. Et j'y pense quelquefois, car cet homme fait vraiment beaucoup de bruit. Notre parcours s'achève ici. Mais soyez sûrs d'une chose, c'est que Peggy République est une histoire en marche. Chaque jour qui vient, chaque année qui commence, seront l'occasion d'en écrire de nouvelles pages. Rendez-vous dans 20 ans, et que d'ici là, vous écriviez chacune, chacun, vos histoires. Des histoires d'hommes et de femmes en marche. À présent, nous vous proposons de nous retrouver en haut des escaliers à droite, en sortant, pour partager un moment ensemble et écrire vos avis. Nous vous remercions de votre attention. Et n'oubliez pas les guides, s'il vous plaît.